Si vous êtes encore là pendant que le marché est aussi ennuyeux qu'un Sochaux Guingamp, vous devriez normalement savoir ce qu'est un smart contract. Les fameux contrats intelligents, qui sont pas tant intelligents que ça finalement, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Les contrats intelligents, c'est littéralement ce qui a permis de créer une finance pseudo-décentralisée pour le moment, avec autant d'offres de services différents. C'est une partie du moteur qui tourne en arrière-plan d'une application sur une plateforme de smart contract comme Ethereum pour offrir le service qu'un utilisateur va venir chercher. Mais il y a quelque chose qui passe un petit peu inaperçu et qui est aussi vital pour la diversité des cas d'usage que les smart contracts eux-mêmes. Je vous parle des oracles dont je suis sûr vous avez déjà entendu parler. Alors non, je ne vous parle ni de ça, ni de ça. J'espère que vous avez les deux refs. Sur une plateforme de smart contract qui utilise un registre distribué, les applications qui sont déployées ont accès à un nombre limité de données. Elles ne peuvent avoir accès qu'aux data qui s'échangent entre les nœuds de ce réseau. Ces données, au départ, c'est un vrai bordel pour les récupérer, c'était pas du tout optimisé, elles étaient totalement désorganisées. Ensuite, on a créé ce qu'on appelle des indexeurs de données, comme The Graph par exemple, qui est le plus connu, dont je vous parlais dans une vidéo d'il y a à peu près un an. Pour faire simple, imaginez que vous voulez retrouver un contrat dans votre bureau. Sans The Graph, il y a des papiers empilés de partout, les tiroirs sont blindés avec des milliers de post-it qui servent à rien, c'est un enfer pour retrouver une info. Avec The Graph, vous avez une petite armoire bien clean et bien rangée où tout est retrouvable très facilement. Ok, ça c'est bien, mais c'est pour les données qui sont à l'intérieur de la blockchain où les contrats sont déployés, mais comment est-ce qu'on va faire pour reproduire des modèles économiques et financiers traditionnels sur cette nouvelle architecture numérique? Eh ben, il va falloir aller chercher de la donnée en dehors de ce réseau neutre et aussi décentralisé que possible qu'on essaye de créer. C'est là, exactement là, qu'on va avoir besoin des oracles. Vous connaissez peut-être Synthetix, c'est une DApp qui permet aux utilisateurs de minter des tokens qui représentent des actifs du monde réel ou des cryptos comme le Bitcoin par exemple, et ensuite de pouvoir les échanger. C'est une manière de faire du trading sans s'exposer directement. C'est clairement un jeu dangereux, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, le trading. Pour reproduire ces tokens d'actifs qui viennent du monde réel, il va falloir qu'on soit capable d'aller chercher leur prix dans la finance traditionnelle. C'est une donnée qui est de base inaccessible au niveau du protocole parce que souvenez-vous, on a dit que les données ne pouvaient être échangées et obtenues que à l'intérieur du réseau. Un smart contract est par nature assez opaque et il ne peut pas aller chercher des datas comme il le veut. On peut prendre le même exemple pour Pax Gold, si vous connaissez, un token qui reproduit artificiellement le prix de l'or. Que ce soit Pax Gold, Synthétique ou tout autre DApp, c'est un assemblement de contrats intelligents. S'ils ont besoin d'une data extérieure pour fournir le service et qu'ils ne l'ont pas, et bien tout simplement ils ne fonctionneront pas. Mais du coup, comment on fait si on ne peut pas récupérer le prix de l'or alors qu'on a un jeton qui est justement indexé à celui-ci? Eh ben, on utilise un oracle. Un oracle, c'est une entité qui va aller chercher les informations externes dont le smart contract a besoin et qui va les lui apporter en lui garantissant qu'elles sont bonnes. Les oracles sont absolument indispensables pour la diversité de la DeFi parce que littéralement, sans eux, la plupart des cas d'usage disparaissent et je parle pas uniquement des services financiers. Ce sont les oracles qui sont chargés de remplir la tâche d'apporter la diversité des données nécessaires pour réellement effectuer cette transition vers le numérique. On a cité la finance, on peut aussi citer l'internet des objets par exemple qui est un gros narratif dans cette direction-là. Il y a plusieurs manières d'approcher le problème et les solutions ont de bons et de mauvais côtés et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On n'oublie pas de s'abonner si c'est pas déjà fait et de laisser un like, on rush les 40 000 les gars, ça serait incroyable quand ils atteignent avant, allez, fin octobre. Let's go. Le rôle de l'oracle dans le cas d'une plateforme de smart contract, il est assez simple à définir. Il a pour mission d'aller chercher les données qu'un smart contract demande, tout simplement. Que ça soit le prix de la paire ETH-USD ou la météo dans une région du monde, le prix de telle matière première, etc., en temps réel, et de convertir la donnée de prix du monde réel en un format compatible avec les contrats intelligents. Ça, c'est très important et on a tendance à le mettre un petit peu de côté. Par contre, il faut pas oublier qu'Ethereum ou toutes les autres blockchains publiques se veulent être des réseaux neutre. En gros, aucune entité centralisée n'est censée ou ne devrait être censée pouvoir tirer profit de son fonctionnement en manipulant des informations ou des données. Donc si on prend le cas de Synthetix par exemple, vous vous doutez bien qu'on aurait un problème si c'était une seule entité qui était responsable d'amener le prix de la tonne de blé sur la blockchain pour que des tokens qui représentent cet actif réel puissent être mintés et échangés. Cette entité, elle pourrait très bien donner un certain prix, en dessous du marché bien sûr, pour la tonne de blé au smart contract de Synthetix, minter une quantité aberrante
de tokens, puis tranquillement redonner le vrai prix à la prochaine mise à jour après s'être fait un bon gros profit, puisque c'est la seule qui la contrôle. C'est clairement assez naze d'avoir un si gros point de centralisation dans ce genre de système, et surtout pour des choses aussi importantes que celle-là. Autre chose auquel il faut penser, c'est que l'intérêt d'avoir un réseau distribué et neutre, c'est qu'on élimine les points de défaillance uniques. Attaquer une base de données distribuée, c'est plus difficile qu'une seule stockée sur un seul serveur. C'est un des éléments qui participe à la neutralité et à l'anti-fragilité de ce type de réseau. Mais si jamais on n'utilise qu'une seule source de données et que le réseau en devient dépendant, vous avez compris, on retrouve un point de défaillance unique. C'est le problème des oracles centralisés pour les plateformes de smart contracts qui veulent construire un réseau le plus neutre possible. Soit on s'en passe et ça réduit immédiatement la créativité des applications qu'on peut faire sur le réseau, ça signerait littéralement la fin de l'arc, clairement la DeFi serait morte dans l'œuf, ou alors on trouve une autre solution pour essayer justement de décentraliser tout ça. Évidemment, je peux pas vous parler des oracles sans parler de celui qui a imaginé et implémenté la première solution efficace pour résoudre ce problème de centralisation, c'est le leader actuel du marché des oracles, Chainlink. Chainlink, c'est un incontournable qui fournit les données venant de l'extérieur pour plus de 77 cas d'utilisation différents. Concrètement, le modèle de Chainlink et des autres oracles depuis, c'est d'utiliser la force du groupe pour répondre à la demande de données extérieures à celui-ci. Le but, c'est de dire, ok, on a besoin du prix le plus précis possible de tel indice, apportez-le-moi le plus vite possible. Chaque membre va pouvoir ensuite venir apporter les données qui sont ensuite agrégées pour vérifier qui, parmi les membres de ce groupe qui ont apporté les données, a effectué son travail correctement sans tricher. Celui qui apporte les meilleures réponses est récompensé, par contre celui qui dit nimp sera puni d'une partie des jetons qu'il a mis en réserve pour pouvoir devenir un nœud du réseau d'Oracle et essayer d'apporter les données. Pour reprendre l'exemple de Synthetix, ça donne un schéma comme celui-ci avec un oracle décentralisé. C'est le même principe d'incitation que pour être validateur. On stake des tokens pour faire le job et être puni si on le fait mal, sauf qu'ici, la tâche demandée, c'est de fournir aux différents smart contracts les données dont ils ont besoin. Et les oracles sont vraiment devenus des incontournables dans quasi toutes les branches de ce milieu, les chiffres parlent clairement pour eux-mêmes. Plus de 8500 milliards de dollars en valeur cumulée qui a été déplacée dans les transactions rendues possibles grâce à Chainlink, presque 1000 réseaux d'oracles différents. Ils ont fourni des données pour plus de 13 réseaux différents qui sont bien sûr les plus importants du marché en termes de capitalisation, mais Chainlink n'est pas parfait. Même si c'est un très bon produit, il reste quand même des problématiques à résoudre. Par exemple, si on regarde le price feed de la paire ETH-USD fournie par Chainlink sur le site officiel, voilà ce qu'on retrouve. On voit ici que le smart contract est relié à 31 oracles différents. Je vous laisse vous faire votre avis si c'est suffisamment décentralisé ou non, sachant que ces 31 oracles sont juste les nœuds les plus performants et qui fournissent les principaux flux de données utilisés sur le réseau. C'est pas représentatif de tous les nœuds qui participent au réseau Chainlink, il y a aussi les nœuds de moins bonne qualité qui sont parfois non connectés, qui donnent des mauvaises données, etc. Eux, c'est vraiment l'équipe type, ils sont hyper carrés. Ceci dit, c'est assez difficile de se procurer l'information sur le nombre de nœuds que compose son réseau. Mais par exemple, si on regarde les 3 flux de données les plus populaires, que ce soit Bitcoin USD, ETH-USD et Link ETH, les prix sont actualisés toutes les heures ou en cas de mouvement de plus de 0,5%. Toutes les heures, c'est pas forcément top comme durée et ça peut être limitant pour des marchés de prédiction qui ont besoin de prix précis à l'instant T pour X ou Y fonctionnement. Il y a d'autres données qui peuvent différencier un oracle d'un autre, comme par exemple la fiabilité des données, évidemment, la rapidité de mise à jour, si par exemple un oracle permet d'update plus régulièrement tout en coûtant soit pas beaucoup plus cher, soit mieux encore moins cher, pourquoi est-ce qu'une application s'en priverait? Ça laisse moins de temps à ceux qui tentent de faire des attaques en manipulant le prix des oracles par exemple, la sécurité, la compatibilité avec un plus ou moins grand nombre de réseaux, le coût pour les clients, le degré de décentralisation, etc. Si on va un petit peu plus loin, n'avoir qu'un seul oracle, ce n'est pas non plus la meilleure idée du monde. Aujourd'hui, on peut clairement dire que ce qu'a créé Chainlink est une réussite, c'est un fait. Le projet est stable et forme ce qu'on pourrait voir comme les fondations de cette nouvelle économie virtuelle qui est en train de se créer. Ok, très bien, mais par contre, qu'est-ce qui se passe si demain une faille majeure est découverte sous le protocole et exploitée? C'est un risque qui est toujours présent, il ne disparaît pas parce que le projet se porte bien depuis longtemps. D'ailleurs, c'est même l'inverse qui se passe. Plus le protocole prend en valeur en termes d'adoption, plus il devient une cible intéressante pour un groupe qui cherche à nuire à l'industrie de la DeFi dans son ensemble. Au lieu de simplement chercher une faille sur Ethereum par exemple, chercher une faille sur Chainlink devient aussi très intéressant, et donc ça multiplie les potentiels points de faille ou de hack. En fait, si jamais Chainlink plantait demain, comment est-ce que la DeFi en construction rebondirait? Mettre l'avenir de tout un secteur dans les mains d'un seul acteur, même très fortement audité et très qualitatif, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. On peut se demander si Chainlink, de par sa position de leader du milieu, ne se repose pas aussi sur ses acquis en ne prenant peut-être pas autant de risques
risque qu'ils pourraient le faire dans l'évolution de leur technologie. Avoir plusieurs fournisseurs de données qui se partagent les parts de marché rendrait l'ensemble bien plus résilient et antifragile. Et avoir des nouveaux oracles plus performants qui arrivent sur le marché pourrait être très bénéfique pour ce milieu et pour tout l'écosystème. Et justement, le partenaire de cette vidéo fait partie des projets qui ont pour vision d'améliorer cette antifragilité en proposant une solution d'oracle franchement innovante. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est PIF Network. Je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je vais vous faire une vidéo complète sur le projet pour expliquer son fonctionnement qui est quand même assez chaud à résumer simplement. C'est hyper technique mais extrêmement intéressant dans la compréhension de PIF mais aussi dans toute la compréhension des oracles et de l'industrie de la DeFi en général. PIF Network, c'est une sorte d'oracle nouvelle génération qui crée un système de collaboration entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée et qui permet de supprimer le maximum d'intermédiaires possibles. Les clients pourront aller chercher plus de 250 datas différentes qui couvrent les flux de prix, les equities, les ETF, les métaux, les taux d'intérêt directeurs, les taux de change des devises, etc. Évidemment aussi de la crypto et d'autres qui s'ajouteront au fur et à mesure. On a des intervalles de confiance qui sont beaucoup plus faibles entre les différents fournisseurs de données, donc qui sont beaucoup plus précis. C'est un oracle open source et depuis la mise à jour Perseus du 20 septembre, les mises à jour des données se font désormais toutes les 400 millisecondes, ce qui est absolument colossal et ce qui risque d'intéresser énormément de personnes et d'entreprises. Pour rappel, Chainlink, bon, c'est pas une comparaison parce que les projets sont différents, mais c'est des actualisations toutes les heures. En plus, les mises à jour coûtent beaucoup moins cher, ce qui est très intéressant, on en a déjà parlé. On verra ça dans la vidéo, mais le modèle économique est très différent des oracles classiques et il est beaucoup plus scalable parce que il coûte moins cher à l'oracle. Le projet était censé être lancé l'année dernière, mais il était basé sur l'écosystème Solana et en partie backé par FTX. Donc comment vous dire que même avec un très bon projet, il a fallu changer les plans et s'adapter. Ils se sont dit, ok, le réseau Solana ça ne suffit plus, c'est pas hyper résilient non plus, nous on veut partir sur du cross-chain. La solution qu'ils ont trouvée, c'est la construction de leur propre réseau, le PIFnet, et ils ont intégré Wormhole, un protocole de messagerie cross-chain pour rendre leur solution disponible pour une gamme beaucoup plus large de clients potentiels. Clairement, vu d'où le projet part, c'était pas gagné, ils n'étaient pas basés sur des fondations solides, pourtant le pivotement qu'ils ont choisi de faire se déroule plutôt bien, puisque depuis le début de l'année et la V2 de leur protocole, ils enchaînent les très bons partenariats. On a des DApps majeurs comme Synthetix, dont on a déjà parlé, qui a 490 millions de TVL. L'intégration de PIF sur Synthetix et sur Optimism a fait économiser plus de 10 millions de frais depuis l'intégration, c'est aberrant. Vela Exchange, une plateforme de perpetual trading avec 11 millions de TVL, et une autre annonce récente qui est la création d'un nouveau flux de prix, le STETH-USD, en partenariat avec Lido Finance, le monstre d'Ethereum qui s'assoit sur 14 milliards de TVL. Il y a d'autres annonces, mais on se les garde pour les prochaines fois. Le token devrait arriver dans quelques temps, il y a quelques infos sur le modèle économique pour les différents acteurs de l'architecture du projet, mais il n'y a pas de document précis à propos de la tokenomique, donc vous savez qu'on suit ça de très près, et que même si on a un excellent projet, si sa tokenomique n'est pas bonne, bah c'est pas un excellent projet, tout simplement. Donc on va suivre ça de très très près, être vigilant s'il n'y a rien à signaler, et si la tokenomique est bien propice à une prise de valeur du jeton, ce que je leur souhaite. Tout ce que je sais, c'est que ça serait bien d'avoir un nouvel oracle de qualité qui arrive sur le marché pour concurrencer un peu Chainlink et venir proposer d'autres solutions. Et PIF a vraiment la tête de l'oracle nouvelle génération qui peut venir changer les choses. Bon, j'espère que la notion d'oracle vous paraît un petit peu plus claire maintenant. J'aime bien faire ce genre de vidéos de temps en temps, d'explications techniques de certains points très importants de la blockchain dont on parle pas assez parce que c'est dur de prendre le temps, tellement tout va vite, de s'arrêter un petit peu pour expliquer le fonctionnement technique et surtout l'impact de ce genre de système. L'idée c'était de vous faire comprendre à quel point les oracles sont vraiment indispensables si la force de développement continue sa route vers la numérisation de l'économie comme on l'observe en ce moment. La DeFi est en plein chantier et il va encore durer quelques années avant d'être terminé. C'est que à ce moment-là que la DeFi sera devenue suffisamment sécurisée, robuste et antifragile pour être prête à peut-être accueillir un exode massif des utilisateurs des services financiers beaucoup plus classiques vers ces versions beaucoup plus modernes. C'est peut-être un petit peu utopique, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense vraiment que la DeFi peut avoir un gros impact et devenir une solution vivable pour les utilisateurs lambda de services financiers dans le futur. Sans les oracles et surtout sans des solutions décentralisées et diversifiées avec plusieurs acteurs,
utilisateurs, il y aurait trop de moyens pour profiter de ces faiblesses et ça ouvrirait plus de vecteurs d'attaque contre la stabilité du secteur tout entier. Quand j'entends ça, ça me fait un peu rire de dire que la masse n'est pas prête. Non, si le produit était suffisamment bon, donc si la DeFi était suffisamment facile d'utilisation et ouverte aux utilisateurs, ça deviendrait une évidence et vous inquiétez pas que la masse serait déjà là. C'est pour ça qu'il faut améliorer les standards, continuer de travailler pour pourquoi pas arriver à cette phase qui, je l'espère, peut être très intéressante pour tout le monde. Merci de regarder cette vidéo, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. C'était Eril, prenez soin de vous, ciao les gars.